Le célèbre pianiste a demandé à un jeune garçon noir aveugle de jouer du piano pour plaisanter. Il avait un don incroyable. Dis donc, gamin, tu nous jouerais quelque chose? Je parie que tu connais Joyeux anniversaire. La voix du célèbre pianiste Vincent Sterling résonnait dans la grande salle du Lincoln Arts Center, provoquant des rires étouffés parmi les invités de l'élite musicale de New York. David Thompson, âgé d'accent grave peine 16 ans, se tenait immobile à côté du piano à queue Steinway. Ses mains serraient fermement sa canne blanche tandis qu'un silence gêné emplissait la pièce. Le garçon était venu avec son professeur de musique de l'école publique, qui avait réussi à obtenir 2 précieuses places pour le récital caritatif le plus exclusif de la saison. Vincent a ajusté son smoking Armani parfaitement taillé, affichant un sourire raffiné au public composé de riches clients et de critiques musicaux aux yeux perçants. À 42 ans, Vincent était salué comme l'un des plus grands interprètes de Chopin au monde, ses tournées mondiales à guichet fermé et ses contrats à plusieurs millions de dollars ayant consolidé sa renommée. Pour lui, ce garçon perdu incarnait tout ce qu'il méprisait dans les prétendues politiques d'inclusion des hautes sphères culturelles. « Allez, ne soyez pas timide », a insisté Vincent d'une voix condescendante. Je suis sûr que nos généreux donateurs seraient ravis de voir comment nous investissons dans la diversité. Madame Patricia Wells, directrice de la fondation organisatrice, a murmuré à son assistante que le moment était inapproprié, mais elle n'est pas intervenue. Après tout, Vincent Sterling était la star de la soirée, l'aimant qui attirait des millions de personnes vers la cause. David prit une profonde inspiration, les doigts crispés sur sa canne. Personne là-bas ne savait qu'il passait 8 heures par jour à s'entraîner sur un clavier emprunté au sous-sol de l'église du quartier. Personne ne savait qu'à 3 ans, il était capable de reproduire des symphonies entières après une seule écoute. Et surtout, personne n'imaginait qu'à cet instant précis, alors qu'ils le percevaient tous comme un intrus maladroit, il mémorisait chaque note, chaque accord, chaque nuance d'arrogance qui empestait l'atmosphère. En fait, dit doucement David, sa voix calme coupant les murmures épars, je préfère Bach. Vincent rit sincèrement. Bach, vraiment? Quel morceau pourrais-tu bien jouer, jeune homme? Le sourire du pianiste était sur le point de se figer sur ses lèvres lorsque David répondit, son ton enveloppé de la confiance tranquille de quelqu'un qui porte un secret trop puissant pour être révélé trop tôt. Partita numéro 2 en do mineur. Mais c'est peut-être un peu trop avancé pour ce public. Un silence épais s'abattit, si pesant qu'on entendait le tic-tac lointain de l'horloge du hall d'entrée. La posture du garçon, la douce autorité de ses paroles, mirent mal à l'aise quelques invités, qui pressentaient qu'ils allaient assister à quelque chose de bien plus qu'une simple moquerie. Si vous êtes ému par des histoires de personnes défiant les préjugés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un moment d'humiliation se transformerait en la leçon la plus dévastatrice que l'élite musicale de New York puisse recevoir. Vincent Sterling sentit une vive irritation l'envahir devant le sang-froid inébranlable du garçon. La partita numéro 2 en do mineur était l'une des compositions de Bach les plus exigeantes techniquement et émotionnellement, réputée pour inspirer l'humilité même aux pianistes chevronnés. Comment ce garçon ose-t-il insinuer que ce public n'est pas à la hauteur, répéta Vincent d'une voix plus aiguë. Jeune homme, vous vous trouvez devant des gens qui financent les plus grands orchestres du monde. Vous ne comprenez peut-être pas bien où vous êtes. L'auditoire murmura un accord maladroit. Margaret Rothschild, héritière d'une puissante dynastie bancaire et principale bienfaitrice de la fondation, murmura à son compagnon, quelle impolitesse. Cette génération a besoin d'apprendre les bonnes manières. David resta immobile, mais quelque chose dans sa façon de tenir sa canne changea. Ses doigts ne tremblaient plus. Ils étaient calmes, comme les mains d'un chirurgien avant une intervention délicate. Vincent, intervint doucement le docteur Harrison Webb, chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Boston, peut-être devrions-nous poursuivre avec le programme principal. Non, non, coupa Vincent, visiblement hérissé par cette insolence apparente. Le jeune David semble remettre en question la sophistication de nos invités. Je trouve normal qu'il démontre cette prétendue supériorité musicale. Vincent s'est dirigé vers le piano et a joué les premières mesures de la partita, ses doigts bougeant dans des gestes exagérés, presque théâtraux. Tu vois, David, dit-il, c'est une œuvre qui exige non seulement de la technique, mais aussi une maturité émotionnelle, une chose qui prend des décennies à acquérir. Es-tu sûr de vouloir t'exposer ainsi? Ce que Vincent ignorait, c'est que David connaissait chaque note de ce morceau. Depuis qu'il avait perdu la vue dans l'accident de voiture qui avait coûté la vie à ses parents, il s'était investi pleinement dans la musique. Ce n'était pas seulement un don, c'était une question de survie,
La seule façon de surmonter un chagrin trop profond pour être exprimé par des mots. Sa tante Déborah, femme de ménage au conservatoire de musique de la ville, lui avait fait passer clandestinement des enregistrements rares et des partitions en braille. David avait mémorisé des centaines de morceaux, étudiant non seulement les notes, mais aussi les interprétations historiques, les variations régionales et l'émotion de chaque compositeur. Dr Sterling, dit David, utilisant volontairement un titre erroné, vous avez joué l'ouverture en ré majeur. La partita numéro 2 est en do mineur. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Vincent sentit le sang lui monter aux joues. Il avait volontairement changé la clé pour tester le garçon, mais il ne s'attendait pas à être corrigé en public. C'était évidemment intentionnel, mentit Vincent d'un ton maladroit, sa voix perdant son charme raffiné. Je testais son oreille musicale de base. Je vois, répondit David, son calme embarrassant à nouveau certains invités. Alors, sachez aussi que Bach a composé cette partita après la mort de sa première épouse, Maria Barbara. Chaque mouvement reflète une étape du deuil. C'est pourquoi la jouer correctement exige plus que de la technique. Il faut avoir connu une véritable perte. Ces mots frappèrent Vincent comme un coup de poing. Ses propres interprétations de la pièce avaient toujours été impeccables techniquement, mais froides, dépourvues de la profondeur que les vrais connaisseurs reconnaissaient sans jamais oser exprimer à voix haute. Très bien, murmura Vincent, son masque commençant à craquer. Puisque tu es si versé en théorie, pourquoi ne pas nous montrer la pratique? Ou préfères-tu continuer à nous éblouir avec ta mémoire encyclopédique? David s'avança, posant délicatement sa canne sur le banc du piano. Ses mains trouvèrent les touches avec la précision naturelle de quelqu'un qui aurait cartographié un millier de claviers dans sa tête. Une question avant de commencer, dit David d'une voix douce mais qui résonnait dans la vaste salle. Quelqu'un ici a-t-il déjà perdu tout ce qu'il aimait en un instant, et a-t-il dû reconstruire son âme note par note? Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était plus un signe de malaise social, mais une reconnaissance. Quelque chose avait changé. Quelques invités eurent le sentiment d'être à la veille d'assister non pas à un spectacle, mais à une révélation. Vincent ressentit un frisson de malaise. Quelque chose dans l'immobilité du garçon, dans la gravité tranquille de sa posture, suggérait que la nuit s'éloignait du chemin humiliant qu'il avait prévu. Ce que le public ne voyait pas, c'est que chaque rire moqueur, chaque regard condescendant, chaque tentative de réduire David à un numéro de nouveauté avait allumé un feu bien plus profond que la simple fierté. Ils avaient réveillé cette force née uniquement d'une profonde souffrance, transformée en quelque chose d'indestructible. Et David était sur le point de leur montrer, sous-estimer quelqu'un qui a tout perdu est l'erreur la plus dangereuse que l'on puisse faire. La question de David restait en suspens, telle une corde sensible, faisant bouger plusieurs invités. L'irritation de Vincent débordait. Assez de cette philosophie mesquine, lança-t-il d'un ton sec, dépouillé de son charme d'antan. Soit tu joues, soit tu pars. Nous avons un programme sérieux à poursuivre. Margaret Rothschild murmura assez fort pour que tout le monde l'entende. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi nous laissons n'importe qui participer à ces événements. Il y a une norme à respecter. David hocha la tête, les mains toujours posées sur les touches. Tu as raison. Les normes comptent. Sa voix resta si calme que le docteur Webb se pencha légèrement en avant, son expression s'assombrissant comme s'il ressentait quelque chose que personne d'autre ne ressentait. Au 5e rang, Deborah Thompson se raidit. Elle connaissait ce ton dans la voix de son neveu. C'était le même qu'il utilisait avant de résoudre des équations impossibles ou lorsqu'il s'apprêtait à révéler quelque chose d'important. Elle l'avait déjà vu. David n'était pas seulement talentueux. Il était extraordinaire. David, insista Vincent, sa patience s'évaporant. Tu vas jouer ou pas? On n'a pas toute la nuit pour tes divagations existentielles. En fait, murmura David en ajustant son siège, j'aimerais faire un petit changement. Au lieu de la partita numéro 2, que diriez-vous de quelque chose de plus éducatif pour le public? Vincent laissa échapper un rire sec et moqueur. Éducatif? Petit, tu parles à des gens qui financent des conservatoires entiers. Qu'est-ce que tu pourrais bien nous apprendre? David tourna légèrement la tête vers la foule, ses yeux aveugles semblant percer directement chaque masque soigneusement construit dans la pièce. Que diriez-vous de démontrer la différence entre jouer des notes correctement et jouer de la musique? Un murmure parcourut l'assistance. Certains invités échangèrent des regards perplexes, tandis que d'autres semblaient visiblement offensés par cette insinuation. Comment osait-il?
Patricia Wells, murmura à son assistante, la voix aiguë et dédaigneuse, comme si quelqu'un comme lui pouvait faire la différence entre une technique supérieure et ce qu'il pense pouvoir faire. Vincent sentait qu'il perdait le contrôle de la situation. Ce garçon, cet enfant, cherchait clairement à manipuler le public, à créer une sorte de scène. Il était temps de mettre fin à cette mascarade une fois pour toutes. Très bien, dit Vincent en s'approchant du piano. Sa voix exprimait l'autorité de ses années au sommet de son article. Puisque vous voulez donner un cours, je vais d'abord vous montrer comment la partita doit être jouée par quelqu'un qui a réellement étudié la musique. David s'écarta, permettant à Vincent de s'asseoir. Ce que le célèbre pianiste ne remarqua pas, c'était le sourire presque imperceptible qui traversa le visage du garçon, non pas de nervosité, mais de satisfaction discrète. Le sourire de quelqu'un qui venait de placer son adversaire exactement là où il le voulait. Vincent commença à jouer avec sa précision habituelle. Chaque note était à sa place. Chaque battement était méticuleusement mesuré. C'était une démonstration impressionnante de technique affinée au fil de décennies d'entraînement acharné. Pendant que Vincent jouait, David ferma les yeux. Il fit ce qu'il avait appris depuis longtemps, il mémorisa non seulement les notes, mais chaque nuance de l'interprétation, chaque hésitation, chaque micro-pause, chaque respiration entre les phrases. Dans son esprit, il photographiait la performance dans son intégralité, cataloguant chaque élément qu'il pouvait utiliser, non pas contre l'homme, mais contre les mensonges que cet homme représentait. Déborah observait son neveu avec un mélange de fierté et d'appréhension. Elle connaissait ce regard. C'était le même qu'il arborait lorsqu'il passait des heures à étudier de vieux enregistrements, examinant chaque détail comme un détective étudiant des preuves. Le docteur Webb, assis au 3e rang, remarqua également une différence dans la posture du garçon. Il y régnait un calme, une immobilité intérieure qui lui rappelait les grands artistes avant les représentations les plus décisives de leur vie. Un calme qui ne provenait pas de la résignation, mais d'une préparation absolue. Vincent a terminé la partita avec une touche théâtrale, visiblement satisfait de lui-même. Le public a applaudi poliment. Certains ont murmuré des compliments sur sa technique impeccable et sa maturité d'interprétation. Et maintenant, dit Vincent en se levant avec un grand geste vers le piano, voyons comment vous interprétez ce morceau, qui est clairement au-delà de vos capacités. David retourna sur le banc. Mais avant de s'asseoir, il fit quelque chose d'inattendu, il se tourna vers le public. Avant de commencer, dit-il doucement, j'aimerais que vous sachiez quelque chose sur la musique que vous venez d'entendre. Vincent fronça les sourcils, l'irritation perçant dans ses yeux. De quoi parles-tu? La partita numéro 2 n'a pas été écrite comme un simple exercice technique, poursuivit David d'une voix posée, avec une autorité tranquille qui fit se pencher la salle. Bach l'a composée comme un dialogue avec le deuil. Chaque mouvement représente une phase différente du deuil de son épouse, Maria Barbara. Certains invités se sont penchés en avant, intrigués par le changement de ton. Le premier mouvement, poursuit David, représente le déni. La musique refuse d'accepter la réalité de la perte. Le second est la colère contre Dieu, contre le destin, et même contre la musique elle-même, incapable de ressusciter les morts. Vincent leva les yeux au ciel. N'importe quel étudiant de première année le sait, Raya Teil. Tu n'impressionnes personne avec un contexte historique basique. David sourit, un sourire qui, cette fois, atteignit ses yeux. Tu as raison. Le contexte historique est facile à mémoriser. Mais vivre ce deuil personnellement, ça change tout. Il s'assit au piano et posa ses mains sur les touches. La différence, Dr Sterling, entre votre interprétation et la mienne, n'est pas technique, dit David doucement. Vous avez joué les notes écrites par Bach. Je vais jouer les larmes qu'il a versées. Un silence profond s'abattit sur la salle, plus profond qu'auparavant. Une excitation électrique. Même ceux qui l'avaient congédié la ressentirent, le sentiment d'être sur le point d'assister à un événement inoubliable. Au 5e rang, Déborah serra les poings. Elle savait que son neveu n'allait pas seulement jouer de la musique. Il allait se confier à une salle pleine de gens qui avaient passé la soirée à le sous-estimer. C'était courageux. C'était terrifiant. Vincent resta debout, son expression oscillant entre l'irritation et un malaise grandissant. Quelque chose dans le calme du garçon, sa confiance tranquille le troublait profondément. Il sentait, trop tard, que cette nuit ne se terminerait pas comme il l'avait imaginé. David inspira profondément et ferma les yeux. Dans son esprit, il n'était plus dans ce hall élégant. Il était de retour à l'hôpital, 8 ans plus tôt,
s'éveillant dans une obscurité qui ne se dissiperait jamais, apprenant, dans un instant bouleversant, qu'il ne reverrait plus jamais ses parents, qu'il ne reverrait plus jamais rien. Lorsque ses doigts touchèrent les touches, quelque chose de miraculeux se produisit. C'était la même musique que Vincent avait jouée quelques minutes auparavant, mais complètement transformée. Les mêmes notes, mais transfigurées par la douleur vécue. Par une perte réelle et indicible. Par la résilience qui avait façonné chaque recoin de l'âme de David. C'est à ce moment-là qu'ils ont tous compris. Ils avaient sous-estimé non seulement son talent, mais aussi l'immense profondeur émotionnelle qu'il portait en lui. Ils l'avaient réduit à la cécité. À la pauvreté. À un bruit de fond. Mais il était sur le point de transformer chaque humiliation, chaque affront, en quelque chose qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Les premières notes jaillirent du piano, et Vincent Sterling eut un mouvement de recul. Elles n'étaient pas seulement familières. Elles étaient dévastatrices. C'étaient les mêmes notes qu'il avait jouées, mais elles brillaient maintenant d'une vérité insoutenable. David jouait comme s'il parlait à Bach à travers les siècles. Chaque phrase portait le poids de sa propre histoire, le déni d'un enfant privé de sa famille, la rage d'un adolescent rejeté par un monde qui ne lui avait jamais donné sa chance, et l'acceptation d'un jeune homme qui avait trouvé le salut dans la musique. « Mon Dieu !» murmura le docteur Webb en se penchant en avant. En 40 ans de musique, il n'avait jamais rien entendu de tel. Vincent sentit ses jambes trembler. La technique du garçon n'était pas seulement parfaite, elle était naturelle, supérieure, transcendante. Les passages que Vincent avait peiné à façonner coulaient des doigts de David aussi naturellement que la respiration. Aussi inévitable que le lever du soleil. Margaret Rothschild, qui quelques minutes plus tôt s'était moquée de l'audace du garçon, pleurait maintenant, des larmes perlant sur ses joues parfaitement poudrées. La musique de David n'était pas seulement techniquement parfaite. Elle était transformatrice. Elle touchait des parties de son âme qu'elle croyait flétries depuis longtemps. « Comment est-ce possible » murmura Patricia Wells, la voix tremblante d'un profond respect. La réponse est venue de la musique elle-même. David ne jouait pas la partita. Il racontait son histoire à travers elle. Le premier mouvement, le déni, est devenu l'histoire d'un enfant qui a tout perdu en un instant. Le second, la colère, est devenu le cri d'un garçon contraint de naviguer dans un monde qui le méprisait sans le connaître. Vincent resta figé. Chaque note le déconstruisait. Chaque phrase révélait la stérilité de ses propres interprétations. Ces décennies de justesse étaient anéanties par un garçon qui avait donné son sang pour son art. Alors que David atteignait le troisième mouvement, l'acceptation, quelque chose d'inhabituel envahit la pièce. La musique s'éleva au-delà de l'espace physique. Elle transcenda le piano. Elle devint un pont entre chaque âme présente. « Vincent » murmura le docteur Webb, la voix chargée d'admiration, « ce garçon, il est l'un des plus grands talents naturels que j'ai jamais vus. » Vincent sentit quelque chose s'effondrer en lui. Ce n'était pas seulement sa fierté, c'était tout l'édifice de supériorité qu'il avait construit toute sa vie. Ce garçon noir aveugle de la cité n'était pas seulement meilleur que lui. Il était meilleur que quiconque que Vincent ait jamais connu. La salle était totalement silencieuse. Ceux qui étaient venus étaler leur statut étaient maintenant assis, immobiles, face à quelque chose d'authentique, de brut, d'éternel. David approchait du point culminant de la partita, et Vincent comprit enfin. Le garçon n'était pas un amateur sans formation. C'était un génie. Forgé dans le feu. Endurci par le chagrin. Aiguisé par une discipline implacable. Il a mémorisé toute notre conversation, murmura Vincent, dont la prise de conscience fut fulgurante. Chaque mot. Chaque ton. Deborah Thompson, assise au 5e rang, souriait à travers ses larmes. Elle le savait. Ils le savaient tous. La nuit avait changé pour toujours. Elle avait regardé David s'entraîner jusqu'à ce que ses mains saignent. Elle l'avait vu étudier des partitions en braille tard dans la nuit, mémoriser des interprétations de maîtres disparus depuis longtemps. Et maintenant, enfin, le monde était témoin de ce qu'elle avait toujours su exister. Vincent regarda autour de lui dans la pièce et vit sa propre destruction se refléter sur les visages de l'élite musicale. Margaret Rothschild le regardait avec une expression mêlant déception et dégoût. Le docteur Webb secoua lentement la tête, réévaluant clairement tout ce qu'il pensait savoir sur Vincent Sterling. « Comment oses-tu » murmura Patricia Wells, le regard fixé sur Vincent. « Essayer d'humilier un enfant avec un don aussi extraordinaire. » Vincent ouvrit la bouche, mais les mots moururent dans sa gorge. Il n'y avait aucune explication qui pouvait justifier ce qu'il avait fait.
Il avait essayé d'utiliser sa position privilégiée pour écraser un garçon qui représentait tout ce que la musique était censée être, pure, honnête, transformatrice. David conclut la partita avec une grâce si délicate que le silence qui suivit parut presque sacré. Ses mains restèrent un instant encore sur les touches, comme pour sceller un pacte avec la musique qu'il venait de déchaîner. Lorsqu'il s'est finalement levé et a fait face au public, il n'y avait aucune trace de triomphe arrogant dans son expression. Seule la dignité tranquille de quelqu'un qui avait partagé son âme et savait qu'il avait honoré à la fois Bach et son propre parcours. L'ovation qui a suivi était sans précédent dans cette salle. Ce n'était pas seulement des applaudissements. C'était une reconnaissance. Des excuses. Une célébration. Les gens se levèrent comme s'ils étaient en présence de quelque chose de divin. Vincent resta immobile, regardant sa réputation s'effondrer en temps réel. Chaque personne dans cette pièce connaissait désormais la vérité. Il avait tenté d'écraser un génie musical, par pur préjugé. En 15 minutes, David avait démantelé l'image que Vincent avait passé des décennies à construire. « Monsieur Sterling », dit le docteur Webb en s'approchant avec un mélange de déception et de mépris. « Je pense que nous avons beaucoup de choses à discuter concernant l'avenir de votre contrat avec notre orchestre. » Margaret Rothschild a sorti son téléphone et Vincent savait, avant même de quitter le bâtiment, que la nouvelle de sa chute circulerait déjà parmi l'élite culturelle. David s'approcha de Vincent, lui tendant la main avec une grâce tranquille. « Merci pour l'opportunité de jouer, Dr Sterling. Parfois, nous avons besoin d'être confrontés à notre propre musique pour comprendre qui nous sommes vraiment. » Vincent serra la main du garçon avec des doigts tremblants, réalisant qu'il venait d'assister non seulement à une performance extraordinaire, mais aussi à l'effondrement complet de son propre statut social. Alors que David recevait les félicitations de l'élite, Vincent Sterling, l'homme qui avait tenté d'utiliser le privilège pour écraser le talent, a découvert que la musique, comme la justice, a ses propres façons d'équilibrer la balance. 6 mois après cette nuit au Lincoln Art Center, David Thompson arpentait les couloirs de la prestigieuse Juilliard School of Music en tant qu'étudiant boursier. À 17 ans, il était devenu le plus jeune étudiant de l'histoire de l'institution à recevoir un tel honneur. Le docteur Harrison Webb, qui avait été témoin de la performance dévastatrice de David, avait personnellement veillé à ce qu'il reçoive les meilleures opportunités éducatives possibles. Un talent comme celui-ci n'arrive qu'une fois par génération, a répété Webb à tous ceux qui remettaient en question l'investissement dans un enfant issu des projets. La salle de répétition où David passait ses matinées donnait sur Central Park, un contraste saisissant avec le sous-sol humide de l'église où il avait appris à jouer pour la première fois. Mais plus important que le cadre, c'était la reconnaissance. Ses professeurs ne le voyaient plus comme un cas de charité, mais comme un futur maître, destiné à honorer la scène de son choix. Margaret Rothschild, qui s'était autrefois moquée de lui, finançait désormais personnellement ses études. Elle a même créé une fondation pour identifier les talents musicaux négligés dans les communautés pauvres. Ce garçon m'a appris que le privilège sans but n'est qu'un gaspillage, a-t-elle avoué dans une interview au New York Times. Alors que David prospérait, Vincent Sterling faisait face à un destin très différent. 1-1, ses contrats avec les grands orchestres furent annulés. La vidéo de la performance de David et de la cruelle tentative d'humiliation qui l'a précédée est devenue virale. Des millions de personnes ont regardé. Des millions ont été condamnés. Les préjugés, à peine déguisés en tradition, avaient été exposés. Vincent a tenté de relancer sa carrière avec une tournée européenne, mais l'histoire l'a suivi là-bas aussi. Les critiques musicaux ont remis en question non seulement sa technique, mais aussi son humanité même. Sterling joue les bonnes notes, mais sa musique manque de l'âme que nous avons vue chez ce jeune prodige, écrit The Guardian. Patricia Wells a été contrainte de démissionner après avoir révélé que les événements caritatifs qu'elle avait laissés devenir le théâtre de préjugés silencieux. Le conseil d'administration a été clair. Aucune institution ne peut se permettre d'associer son nom à la discrimination. Pendant ce temps, Deborah Thompson regardait son neveu se préparer pour un autre solo, cette fois en tant qu'artiste vedette au Carnegie Hall. Elle repensa à l'accident qui avait privé David de la vue, et qui lui avait également révélé un don qui n'aurait peut-être jamais fleuri autrement. « Tu n'es pas en colère à cause de ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle tandis que David accordait son nouveau violon, un Stradivarius prêté par la Fondation Rothschild. David sourit, ses doigts trouvant les cordes avec la facilité de quelqu'un qui avait transformé l'adversité en art. « Tante, Vincent Sterling m'a fait le plus beau cadeau de ma vie cette nuit-là, dit-il doucement. Il m'a donné audience. » L'ironie ne lui échappait pas. Vincent avait essayé d'écraser un garçon qu'il jugeait inférieur.
Au lieu de cela, il avait créé la scène pour qu'un véritable génie musical émerge. Ce soir-là, alors que David se produisait devant un Carnegie Hall à guichet fermé où son public était rempli de célébrités, de critiques et de Margaret Rothschild assise fièrement au premier rang, Vincent Sterling regardait la diffusion en direct seul, depuis un petit appartement du Queens. Chaque note jouée par David rappelait la chute de Vincent, de l'arrogance à l'insignifiance. Lorsque David a terminé sa performance ou une interprétation époustouflante de la même partita qui avait tout changé, où il s'est dirigé vers le micro. La musique n'appartient à aucun d'entre nous, dit-il d'une voix claire, humble et résolue. Elle existe pour connecter les cœurs humains, sans distinction d'origine ou d'apparence. C'est la véritable démocratie de l'art. L'ovation debout a duré 15 minutes. Les gens ont pleuré ouvertement, non seulement pour la beauté de la musique, mais aussi parce qu'ils avaient reconnu qu'ils avaient été témoins de quelque chose de véritablement transformateur. Une leçon. Le vrai talent trouve toujours son chemin, même lorsqu'il est confronté aux obstacles les plus cruels. 2 ans plus tard, David sort son premier album. Il est devenu l'album classique le plus vendu de la décennie. Vincent Sterling donnait des cours particuliers dans une école communautaire. Sa carrière internationale était terminée, détruite non pas par David, mais par sa propre arrogance. La différence entre eux n'était pas seulement le succès. C'est ainsi que chaque homme a choisi d'utiliser son don. David a utilisé sa musique pour aider les autres, en créant des programmes éducatifs dans les communautés mal desservies. Vincent s'en était servi pour s'élever, jusqu'à ce que les fondations qu'il avait construites sur des préjugés s'effondrent sous lui. L'histoire de David Thompson est devenue une légende dans les cercles musicaux, non seulement pour son génie, mais aussi pour avoir prouvé que la véritable excellence artistique ne connaît ni couleur, ni classe, ni limites imposées. Comme David le disait souvent aux jeunes musiciens confrontés à la discrimination. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose de plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Avez-vous déjà été témoin de talents gaspillés à cause de préjugés? Comment avez-vous réagi lorsque l'injustice a été déguisée en tradition? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui prouvent que le vrai mérite triomphe toujours des privilèges vides.